Le 2 septembre 2019, Oulu, Finlande du Nord. Liia Mäkelä, âgée de 12 ans, quitta le bâtiment scolaire de Ka'akurin-Kula après la fin des cours et se dirigea vers l'arrêt de bus. Quelques minutes plus tard, personne ne la vit plus. Le seul indice, un fourgon Volkswagen transporteur blanc qui disparut des caméras de surveillance seulement 11 minutes après que la fillette ait été vue à côté de lui. Le 2 septembre 2019 à Oulu était maussade. C'est un temps typique pour le début de l'automne en Finlande du Nord, air frais, nuages gris, bruine. Les cours se terminèrent exactement à 15 heures. Liia Mäkelä, élève de 6e année, quitta le bâtiment avec ses camarades de classe. Mais contrairement à eux, elle ne rentra pas chez elle, mais se dirigea vers l'arrêt de bus. Des témoins confirmèrent plus tard que Liia se tenait seule à l'arrêt. Dans ses mains, elle tenait un sac à dos rose vif qui était resté gravé dans la mémoire des témoins oculaires. Ce sac à dos devint plus tard l'indice le plus important dans les premières heures de recherche. Vers 15h05, l'un des automobilistes qui passait remarqua qu'un fourgon blanc de marque Volkswagen Transporter s'arrêta à côté de Liia. Le véhicule ne présentait rien d'inhabituel, excepté l'absence complète de plaques d'immatriculation à l'avant. Le témoin n'y accorda pas d'importance et pensa que les plaques étaient simplement sales. Ce fut cependant la première d'une série d'erreurs qui compliquèrent plus tard l'enquête. Les caméras extérieures enregistrèrent les événements à l'arrêt, mais la qualité d'enregistrement laissait à désirer. Néanmoins, exactement à 15h06, on voit clairement sur la bande la silhouette de Liia à côté de la porte du fourgon. La fillette sembla hésiter une seconde, puis l'enregistrement s'interrompit à cause de perturbations. Quand l'image fut rétablie, le fourgon avait disparu. 11 minutes plus tard, les caméras enregistrèrent le même transporteur à un carrefour en direction du centre-ville. Puis le véhicule disparut sans laisser de traces du champ de vision de la vidéosurveillance. À partir de ce moment, Liia Mäkelä ne fut plus jamais vue. L'équipe d'enquête arriva sur les lieux une demi-heure après la disparition. La zone fut bouclée. Les techniciens de la police scientifique examinèrent soigneusement chaque mètre d'asphalte et la bordure de la route. C'est alors qu'apparut la première découverte qui apporta des détails importants dans cette affaire encore floue. Une empreinte de pneu net avec un motif de profil inhabituel. Après vérification dans les bases de données, il s'avéra qu'il s'agissait d'un Nokian Hakkapeliitta R2, un modèle pas très répandu pour l'année 2019, mais qui était officiellement vendu à Oulu. La trace était fraîche et correspondait parfaitement à la direction présumée du fourgon. Un autre fragment important fut un petit morceau de cellophane transparent trouvé dans une poubelle à 10 mètres de l'arrêt. Sur le morceau était écrit au marqueur « Liia M ». Les enquêteurs établirent rapidement que c'était une partie de l'emballage des affaires personnelles de Liia que la fillette utilisait à l'école. Quelqu'un avait visiblement jeté ce cellophane très récemment. Le jour même commencèrent les interrogatoires de l'entourage proche de la fillette. Ses camarades de classe comme ses professeurs furent convoqués pour des entretiens. L'un des garçons se souvint que le professeur d'histoire et de géographie Risto Hämäläinen s'était comporté de manière inhabituelle le matin. Il était nerveux, s'irritait pour des broutilles et quitta l'école précipitamment avant la fin de son service, pour une raison quelconque. Hämäläinen n'avait jamais montré un tel comportement auparavant. C'est pourquoi l'enquête devint méfiante. Son nom arriva rapidement sur la liste des personnes d'intérêt pour l'enquête. Mais la police avait aussi un autre candidat pour le rôle de suspect. C'était Petteri Sirkku, un homme âgé qui habitait en face de l'école. Petteri se plaignait depuis longtemps du bruit des écoliers, et les voisins avaient régulièrement remarqué son Volkswagen transporteur blanc garé devant sa maison. Quelques heures après la disparition de Liia, la police frappa chez Sirkku. Une petite quantité d'alcool fut détectée dans son sang, 0,3 pour 1000, ce qui ne l'empêchait cependant pas de faire des déclarations claires. Petteri était visiblement nerveux et s'embrouillait dans les détails. D'abord, il affirma n'avoir rien vu d'inhabituel, puis il expliqua de manière inattendue qu'il avait observé Liia monter dans un fourgon étranger qu'il ne connaissait pas. Ce changement rapide de déclaration était suspect,
Mais les enquêteurs ne se précipitèrent pas pour tirer des conclusions. Parallèlement, les techniciens de la police scientifique commencèrent à analyser les données des caméras de surveillance et à vérifier les témoignages des témoins oculaires. Dans les premières heures, les déclarations semblaient contradictoires et peu utiles. Mais alors apparut dans les déclarations de Sirku un nouveau détail. À la 32e minute de l'interrogatoire, il nomma de manière inattendue celui qu'il prétendait avoir vu au volant de ce même transporteur. Sirku identifia avec certitude le professeur d'histoire, Risto Hämäläinen. Cette déclaration changea complètement le cours de l'interrogatoire. Au centre de l'enquête se trouvait soudain non plus le voisin âgé et mécontent, mais un pédagogue que personne jusque-là n'avait pu imaginer dans le rôle d'un suspect. La police dut revoir ses priorités en urgence. Néanmoins, ils n'exclurent pas la possibilité que Sirku ait pu mentir pour détourner les soupçons de lui-même. Le professeur Risto Hämäläinen ne savait pas encore qu'il devrait dans quelques minutes expliquer sa disparition inattendue au milieu de la journée scolaire. À ce moment-là, les habitants d'Oulu savaient déjà que quelque chose de grave s'était passé dans la ville. Les réseaux sociaux se remplirent rapidement de rumeurs et l'administration municipale se dépêcha d'assurer que des mesures de recherche actives étaient en cours. Pendant ce temps, les enquêteurs se préparaient à éclaircir les détails de la vie du professeur qui, jusqu'à ce jour, n'était connu que pour son comportement exemplaire et son caractère renfermé. Ils comprenaient que l'important était de ne pas perdre de temps tant que les traces étaient encore fraîches et que les suspects ne pouvaient pas détruire les preuves ou harmoniser leur version. Et chacun des agents qui enquêtaient sur l'affaire comprenait déjà la clé de la résolution de cette histoire serait la personne qui se trouvait face à l'enquêteur dans la petite salle d'interrogatoire. Risto Hämäläinen, professeur d'histoire et de géographie, avait remis sa démission seulement quelques heures avant la disparition de Lia. À ce moment-là, aucun de ses collègues ne le savait. La police devait comprendre pourquoi il avait décidé de démissionner ce jour-là et exactement à ce moment-là. Les documents de la comptabilité de l'école Kaakurin Kula confirmèrent rapidement. Hämäläinen avait remis sa démission officielle à 14h12, presque une heure avant que Lia soit vue pour la dernière fois à l'arrêt de bus. Il s'avéra que sa décision ne pouvait nullement avoir été déclenchée par la disparition de Lia elle-même. Elle avait été prise à l'avance. Les collègues et connaissances décrivaient Hämäläinen comme une personne renfermée, quelque peu étrange, mais généralement aimable. Il avait travaillé à l'école pendant presque 10 ans, jouissait d'une bonne réputation et ne s'était jamais fait remarquer par un comportement suspect. Ces derniers mois, cependant, selon le directeur, le professeur était devenu plus nerveux et distrait. Il manquait les réunions, évitait les rencontres avec les parents, ne répondait pas au téléphone pendant longtemps. Aux questions des collègues, il répondait brièvement, à contre-cœur et évitait le contact visuel. Cependant, personne ne considérait ces détails comme importants jusqu'à la disparition de Lia. Un moment de suspicion supplémentaire fut le comportement étrange du téléphone de Hämäläinen. L'analyse des données des antennes de téléphonie mobile révéla que son portable fut éteint directement après la disparition de Lia pendant 28 longues heures. Pour la police, c'était un détail important. Le téléphone n'enregistrait pas sa localisation exactement quand c'était particulièrement nécessaire. Pendant la journée où la police et les volontaires ratissaient minutieusement les rues d'Oulu et les zones environnantes, le professeur était injoignable pour quiconque. Le 3e jour, les enquêteurs reçurent un nouvel indice décisif. Les caméras de contrôle de vitesse sur l'autoroute E57 avaient en capturé le Volkswagen Transporter blanc connu, appartenant à Hämäläinen, à 170 km au nord d'Oulu en direction de la ville de Rovaniemi. L'heure de passage du véhicule coïncidait avec la période pendant laquelle le téléphone portable du professeur était éteint. Les enquêteurs comprirent. Techniquement, le professeur aurait tout à fait pu faire le voyage à Rovaniemi et retour dans ce laps de temps. Sur la base de ces données sapées, la police décida d'examiner le fourgon blanc. Dans le coffre du transporteur, les enquêteurs trouvèrent un paquet suspect, soigneusement ficelé avec du ruban adhésif. À l'ouverture, plusieurs livres pour enfants furent découverts, ce qui suscita encore plus de suspicions.
Qui et pourquoi avait besoin de livres pour enfants dans le coffre d'un professeur de collège célibataire? L'interrogatoire des parents et collègues éclaircit cependant partiellement cette question. Il s'avéra que Emma Lenen avait déjà offert des livres similaires à sa nièce 1 an auparavant, à Noël 2018. Les enquêteurs vérifièrent rapidement ce fait, et la découverte suspecte se transforma en fausse piste qui induisait en erreur. Mais malgré le paquet formellement expliqué, l'alibi du professeur restait ambigu et fragile. La police comprenait que la simple explication d'un cadeau à une parente ne suffisait pas à lever les soupçons. Le détail étrange suivant apparut après que le téléphone de Emma Lenen réapparut sur le réseau. Le professeur n'était toujours pas retourné à l'école. Il n'avait appelé ni collègue, ni élève, ou communiqué les raisons de son absence. Ce silence déclencha une vague de rumeurs parmi les professeurs et les parents. Pendant ce temps, les policiers tentèrent de comprendre ce que le professeur avait pu faire exactement à Rovaniemi. Les caméras et témoins n'enregistrèrent à sa présence en ville qu'une seule fois, dans un magasin de bricolage, K-Rauta. Les enregistrements des caméras de surveillance et les déclarations de la caissière confirmèrent que le professeur avait personnellement acheté des matériaux isolants et des panneaux de contreplaqué. L'achat semblait tout à fait normal, à l'exception que Emma Lenen avait payé exclusivement en espèces. Cela rendit immédiatement impossible de suivre la transaction par carte bancaire. En l'an 2019, les paiements en espèces étaient encore assez répandus en Finlande et ne suscitèrent pas de suspicion en soi, mais dans ce cas, cela compliqua à la police la détermination du but exact et des circonstances de l'achat. La police demanda et obtint l'accès aux enregistrements vidéo et aux tickets de caisse du magasin. Au moment de l'achat, Emma Lenen semblait calme, concentrée, et ne montrait aucun signe d'agitation ou de peur. L'enregistrement vidéo confirma, il savait exactement pourquoi et quoi il achetait. Les employés du magasin ne remarquèrent rien de suspect dans son comportement non plus. Néanmoins, l'enquête comprenait que cet achat pouvait être directement lié à la disparition de Lia. Les enquêteurs examinèrent soigneusement les scénarios possibles, en tenant compte de la distance du voyage et du type de matériaux acquis. La tâche suivante de la police était évidente. Déterminer où et pourquoi Emma Lenen avait pu aller avec le contreplaqué et les matériaux isolants après la visite du magasin. Sur les caméras, il était seul. Mais la question de savoir si quelqu'un d'autre se trouvait dans la voiture ou l'attendait ailleurs restait pour l'instant sans réponse. Tandis que la police et les volontaires continuaient à ratisser les zones de banlieue et les forêts autour de Rovaniemi et d'Oulu, les enquêteurs se préparaient à la phase suivante du travail, la détermination de l'itinéraire du professeur après l'achat des matériaux de construction. Ils comprenaient déjà qu'ils devaient maintenant agir rapidement. Le temps passait. Les preuves pouvaient avoir été détruites. Et Emma Lenen comprenait à ce moment-là déjà très bien qu'il était étroitement surveillé. Et tandis que la police vérifiait soigneusement où exactement avait été livré le contreplaqué et les matériaux isolants achetés, tous ceux qui suivaient cette affaire étaient sûrs. La clé de la résolution de l'énigme de la disparition de Lia se trouvait exactement là où le professeur avait été vu pour la dernière fois. Quelques mois après la disparition de Lia, des changements inexplicables se produisirent dans la vie de sa famille. En juin 2020, la police reçut des informations inattendues d'employés de banque. Les parents de Lia avaient soudainement et complètement remboursé leur hypothèque. Le montant du paiement, 42 000 € en espèces, sans aucun document sur l'origine de l'argent. Les parents furent immédiatement convoqués pour un entretien au commissariat. Le père de Lia, Marco Mäkelä, et sa mère, Julia Mäkelä, semblaient sincèrement surpris. Ils affirmaient n'avoir aucune idée de qui exactement avait payé leurs dettes. Pour la police, ces paroles sonnaient au moins étrangement. Dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde, la réception soudaine d'une si grosse somme d'argent liquide ne pouvait manquer de susciter des soupçons. Le directeur de la succursale Nordea d'Oulu communiqua à la police les détails de ce paiement étrange. Selon ses dires, environ une semaine avant la visite des parents de Lia, un homme inconnu de taille moyenne vint à la banque, le visage partiellement caché par une casquette de baseball.
L'homme posa rapidement et sans beaucoup de mots des liasses de billets d'une valeur totale de 42 000 € exactement sur la table et dit que c'était le remboursement de l'hypothèque de la famille Mekola. Il ne présenta aucun document d'identité, mais la banque n'était formellement pas obligée non plus de les demander. La seule chose qui restait à l'enquête, c'était les numéros des billets. La vérification des numéros de série révéla rapidement un résultat important. Cet argent avait été retiré en espèces seulement 12 jours avant le paiement dans la banque de la ville de Rovaniemi, exactement la ville où s'était rendu précédemment le professeur Risto Hämäläinen. La police se tourna à nouveau vers la figure de Hämäläinen. Le professeur était déjà depuis plusieurs mois le principal suspect, cependant sans preuve solide. Les enquêteurs n'excluaient pas la possibilité que cet argent ait pu être une rançon, ou c'était un moyen de faire taire les soupçons possibles de la famille. Mais exactement à ce moment, l'affaire prit un autre tournant. Les médias de masse, ayant appris la grosse somme et son origine mystérieuse, commencèrent activement à répandre une version complètement différente. La famille Mekola aurait pu organiser elle-même la disparition de Lia pour recevoir une aide financière ou une compensation. Le scandale prit rapidement de l'ampleur. Les journalistes locaux guettaient pendant des heures devant la maison de la famille Mekola pour être les premiers à obtenir des détails exclusifs. La réputation de la famille était en danger. L'enquête dut faire des efforts considérables pour vérifier cette version. La maison des parents de Lia fut à nouveau fouillée. Toutes leurs affaires personnelles, ordinateurs, téléphones et correspondances furent examinées. Mais après plusieurs jours de vérification minutieuse, la police ne trouva rien qui confirme même approximativement les soupçons d'une mise en scène. Cette version sembla rapidement fausse. Il s'avéra cependant bien plus difficile d'arrêter la vague de rumeurs et de commérages que de terminer la vérification officielle. Exactement à ce moment critique pour la famille Mekola arriva une nouvelle découverte extrêmement importante de spécialistes de la police nationale de Finlande. Lors de la vérification des billets remis à la banque, les experts découvrirent, sur l'un des billets, une empreinte digitale nette. La vérification de l'empreinte dans la base de données du ministère de l'Intérieur révéla une correspondance claire. L'empreinte appartenait à Risto Hämäläinen. Cette découverte changea complètement la direction de l'enquête. Si le professeur Hämäläinen était précédemment soupçonné d'enlèvement, il était maintenant directement lié à une grosse somme d'argent destinée à la famille de Lia. Il devint évident que la version d'une possible mise en scène de la disparition par la famille Mekola ne résistait à aucune critique. Au contraire, une nouvelle énigme apparut. D'où un professeur de collège pouvait-il avoir 42 000 € en espèces? Et le plus important, pourquoi décida-t-il d'utiliser cet argent exactement pour aider la famille de Lia? L'enquête, qui se concentrait précédemment sur les mouvements de Hämäläinen après la disparition de Lia, commença maintenant activement à vérifier ses transactions financières des dernières années. Ils établirent rapidement que le salaire du professeur ne permettait pas d'économiser une telle somme sans source de revenus supplémentaires. De plus, sur les comptes bancaires du suspect, il n'y avait aucun dépôt ou retrait notable. En même temps, la police examina aussi d'autres aspects de la vie privée de Hämäläinen et tentait de trouver un lien entre ses actions possibles et la famille de Lia. Peut-être le professeur tentait-il de cette manière d'expier sa culpabilité ou de troubler l'enquête, de détourner l'attention de lui. Mais tout cela restait pour l'instant seulement des versions sans preuve. Pendant ce temps, la pression sur la famille Mekola dans la ville diminua progressivement. Les parents continuaient à affirmer ne pas connaître la raison de ce cadeau généreux et mystérieux. Malgré toute la complexité de la situation, la police penchait pour le fait que la famille n'avait vraiment rien à voir avec l'argent. Cela compliqua cependant encore plus la recherche du motif du professeur. La tâche suivante de l'enquête était déjà claire: découvrir d'où Hämäläinen avait reçu l'argent. Pour le public, seule une chose était évidente pour l'instant. La tragédie familiale qui avait commencé par l'étrange disparition de Lia était entourée de circonstances de plus en plus embrouillées et étranges, derrière lesquelles se tenait un homme qui passait pour un professeur d'école calme et discret. Le 2 septembre 2022, exactement 3 ans après la disparition de Lia, un appel inattendu parvint au centre d'urgence. Petri Sirku,
le voisin de l'école qui avait entre-temps déménagé au village de Taatsi, signala des bruits étranges provenant du terrain d'une scierie abandonnée à la périphérie de la localité. Selon Sirku, il s'agissait d'une toux sourde qui se répétait périodiquement, qui semblait appartenir à une personne très jeune. Le répartiteur envoya immédiatement l'équipe de patrouille la plus proche sur les lieux. L'enregistrement de l'appel fut automatiquement sauvegardé. En écoutant attentivement, on entendait distinctement en arrière-plan de la voix de Sirku une toux prolongée et profonde. Il ne restait pratiquement plus de doute sur la véracité du signalement. La voiture de police atteignit le lieu après 17 minutes. La scierie, qui avait été fermée il y a plus de 10 ans, avait l'air négligée et délabrée. Les agents commencèrent l'inspection du terrain. À l'un des bâtiments, ils remarquèrent immédiatement un détail inhabituel. Un conduit d'aération dans la fondation avait visiblement été réparé récemment. Les bords de l'ouverture étaient grossièrement travaillés et fermés par une grille métallique artisanale fixée avec des vis ordinaires. Il était évident que les travaux avaient été effectués récemment et très rapidement. Les policiers de patrouille se trouvaient dans une situation difficile. L'un des agents proposa d'ouvrir immédiatement le bâtiment et de vérifier le sous-sol, soupçonnant qu'il pourrait s'y trouver quelqu'un ayant un besoin urgent d'aide. L'autre insistait sur le respect du protocole et l'attente d'un mandat de perquisition officiel pour ne pas compromettre la légalité des preuves possibles. Dans une situation où chaque minute pouvait compter, la décision n'était pas facile. Après une brève discussion, l'agent le plus ancien décida de demander un mandat de perquisition urgent et d'envoyer simultanément un signal pour des renforts et une unité spécialisée de la police. Tandis que la police attendait l'autorisation officielle, une voiture cachée derrière un petit hangar non loin du bâtiment principal attira l'attention des agents. C'était un Volkswagen transporteur blanc avec les portes ouvertes, déjà connu des enquêteurs. Une vérification des plaques d'immatriculation confirma immédiatement. Il s'agissait exactement du véhicule qui avait joué un rôle dans l'affaire de la disparition de Lia 3 ans auparavant. L'inspection intérieure du véhicule suscita une inquiétude supplémentaire. L'habitacle était littéralement jonché d'affaires d'enfants, vêtements, jouets et matériel scolaire. Tout semblait comme si quelqu'un avait rassemblé ces choses récemment et très précipitamment. L'équipe de police reprit contact avec l'agent de service et transmit les informations sur le véhicule et les objets trouvés à l'intérieur. Bientôt arrivèrent d'autres véhicules avec des techniciens de la police scientifique et des agents de l'unité d'intervention rapide. Pendant ce temps, les policiers de patrouille interrogèrent à nouveau Petteri Sirku, qui avait appelé la police. L'homme semblait sûr de lui et insistait sur le fait qu'il était venu ici par hasard pour ramasser des champignons dans les environs. Sa réapparition dans l'environnement des événements suscita cependant à nouveau les soupçons de la police. Il n'était pas exclu qu'il ait lui-même participé à la détention de Lia et qu'il ait appelé la police intentionnellement pour détourner les soupçons de lui. Bien que Sirku ait déjà été blanchi une fois par l'enquête, l'incident répété obligea la police à le maintenir sous surveillance stricte. Néanmoins, la tâche principale restait le sous-sol de la scierie. Quand le mandat de perquisition tant attendu arriva enfin, l'unité d'intervention spécialisée ouvrit rapidement la grille artisanale de l'aération. À l'intérieur de l'ouverture, on voyait distinctement des traces de réparation fraîches, des restes de contreplaqué et de matériaux isolants qui rappelaient les matériaux que le professeur Hämäläinen avait achetés à Rovaniemi. Ce qui se cachait exactement à l'intérieur, la police ne le savait pas encore. Les enquêteurs comprenaient qu'en entrant sans préparation adéquate, il pourrait accidentellement détruire des preuves précieuses ou effrayer l'auteur qui pourrait se trouver dans les environs. À l'intérieur pouvait se trouver n'importe qui, et il fallait procéder avec une extrême prudence. Le groupe de forces d'intervention examina soigneusement l'entrée et l'aération. La toux ne se répéta plus, ce qui augmenta la tension. La police n'était pas sûre que quelqu'un soit encore vivant ou que les bruits aient été intentionnellement enregistrés et transmis pour détourner l'attention. Les spécialistes de la négociation étaient préparés à tout développement de la situation. Mais la question principale restait ouverte. Bientôt, arriva sur le terrain le chef du département de police technique et commença immédiatement l'examen du fourgon et des objets trouvés. Les preuves furent soigneusement documentées et préparées
pour l'analyse ultérieure. Les enquêteurs ne doutaient plus que le transporteur trouvé relierait définitivement le professeur Emalainen au lieu de disparition de Lia et à la scierie de Taatsi. Le chef de groupe s'entretint à nouveau avec Petteri Sirkku, après quoi il demanda aux agents de limiter temporairement sa liberté de mouvement jusqu'à ce que tous les détails soient vérifiés. C'était une mesure de précaution habituelle, mais cela renforça le sentiment de tension sur les lieux. La police d'Oulu et les techniciens de la police scientifique comprenaient maintenant clairement que c'était un moment critique de toute l'enquête. Tous les fils convergeaient exactement ici, sur la Syrie abandonnée, loin de la civilisation. La question principale de ce qui se cachait exactement derrière l'aération renforcée restait ouverte. Mais chacun de ceux qui se trouvaient à ce moment sur le terrain de l'ancienne Syrie comprenait, la réponse était déjà toute proche. Tandis que la police se préparait à l'étape suivante, les techniciens de la police scientifique sécurisaient soigneusement toutes les traces et preuves trouvées, sachant que chacune de leurs actions pouvait maintenant influencer le destin d'une personne qui avait disparu 3 ans auparavant. Le 3 septembre 2022, exactement à 11h25, l'unité spécialisée de la police ouvrit la porte de la cave de l'ancienne Syrie. Ce qui se trouvait à l'intérieur confirma immédiatement les pires craintes des enquêteurs. Dans une petite pièce tapissée de contreplaqué et de matériaux isolants, gisaient des restes mortels. L'autopsie révéla plus tard que Lia n'était morte qu'1 jour auparavant. Ainsi, elle avait vécu exactement 1095 jours en captivité, presque 3 ans depuis sa disparition. Seulement 1 heure après la découverte des restes, les policiers de patrouille arrêtèrent le professeur Risto Emalainen à environ 2 km de la Syrie. Lors de son arrestation, des antibiotiques, de la nourriture pour bébé et plusieurs cartes SD furent trouvées dans sa poche. Sur ces cartes, les techniciens de la police scientifique découvrirent plus tard des preuves choquantes, des fragments d'enregistrements vidéo couvrant toute la période de captivité de Lia. Le professeur avait utilisé un enregistreur autonome hors ligne qu'il avait déjà acheté en 2019 et avait filmé la vie quotidienne de la prisonnière pendant 3 ans. Un examen minutieux du lieu du crime permit aux experts d'établir de manière définitive le professeur avait passé un temps considérable dans la pièce. Ses empreintes digitales et traces ADN furent trouvées en abondance sur les murs, portes, meubles et objets ménagers du sous-sol. Les enregistrements des caméras de circulation confirmèrent que Emalainen avait personnellement effectué au moins 3 voyages nocturnes avec son Volkswagen transporteur blanc d'Oulu à Taatsi pour apporter des matelas, matériaux isolants et autres objets ménagers nécessaires pour une détention à long terme. Au cours de l'enquête, fut aussi découverte une information sur des tranquillisants à usage vétérinaire. Dans une pharmacie près d'Oulu, fut signalé le vol d'une grande quantité de ce médicament. La police ne put cependant jamais prouver un lien du professeur au vol de ces médicaments. Ce détail resta officiellement non élucidé. Au cours du procès au printemps 2024 apparurent de nouveaux détails qui éclaircirent définitivement le tableau du crime. Quand le juge demanda les motifs de l'acte, Risto Emalainen prononça calmement et avec assurance une phrase qui choqua tous les présents. « J'ai sauvé Lia du monde cruel. » Pendant tout le procès, son avocat tenta de faire déclarer son mandant irresponsable, affirmant que le professeur n'était pas capable de percevoir la réalité de manière adéquate. Un examen psychiatrique judiciaire effectué réfuta cependant clairement cette version. Le professeur fut déclaré absolument responsable et conscient des conséquences de ses actes. Pendant le procès, il fut révélé que les parents de Lia n'avaient aucun rapport avec l'argent qui avait été déposé pour le remboursement de l'hypothèque à la banque. C'était exclusivement la décision du professeur qui ne révéla jamais la source de cette grosse somme d'argent liquide. La famille Mäkelä fut complètement réhabilitée aux yeux du public, et la version des médias sur une possible mise en scène de l'enlèvement par appât du gain fut officiellement close par l'enquête et le tribunal. La question du voisin témoin Petteri Sirkku fut aussi définitivement éclaircie. Il s'avéra que Sirkku, le 2 septembre 2019 à 15h, au moment de la disparition de Lia, participait à une vidéoconférence avec des collègues d'Helsinki. Ce fait fut confirmé par de nombreux témoins et données techniques du fournisseur. Ainsi, Sirkku fut complètement rayé de la liste des suspects. Le 14 mai
2024, le tribunal de district d'Oulu rendit le verdict final. Risto Hämäläinen fut reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation et condamné à la réclusion à perpétuité. Au moment du prononcé du verdict, il souriait calmement et conservait un calme étrange, inapproprié dans cette situation. Les policiers l'emmenèrent menotté hors de la salle d'audience, sous le lourd silence du public. C'est exactement cette image que les spectateurs virent en dernier. La retransmission fut interrompue. Après la clôture de l'affaire, plusieurs questions restèrent sous scellé. Personne ne put découvrir comment Hämäläinen avait reçu la grosse somme d'argent qui avait été remise aux parents de Lia. Les enregistrements sur les cartes SD furent partiellement mis sous scellé jusqu'à l'année 2035 pour protéger les données personnelles et préserver la confidentialité. Quant à la famille Mäkelä, ils décidèrent de quitter Oulu pour toujours. Ils passèrent le reste de leur vie dans une autre partie de la Finlande, loin des souvenirs constants de la terrible tragédie qui avait frappé leur famille. Ainsi se termina l'une des histoires les plus retentissantes et tragiques de la Finlande moderne. Dans cette affaire s'entremêlèrent cruauté et étrange sollicitude, calcul et dérangement mental. Mais malgré tous les efforts de la police et du système judiciaire, la réponse définitive à la question la plus difficile, ce qui exactement poussa le professeur d'école silencieux et discret à un tel crime, n'est entièrement connu que de Risto Hämäläinen lui-même. Et bien que le tribunal ait officiellement clos cette affaire, personne de ceux qui avaient suivi l'histoire de la disparition de Lia ne put se libérer définitivement du sentiment que derrière cette clarté apparente se cachait quelque chose de plus grand, pas tout à fait compréhensible pour une personne normale. À la fin, ne resta que le silence, lourd et insurmontable, comme l'automne nordique à Oulu même. Cette affaire est extrêmement dramatique. Les mensonges ont non seulement détruit un mariage heureux, mais aussi la vie d'une femme qui croyait en la sincérité de son mari et rêvait d'avoir sa propre famille. Cependant, il s'est bientôt révélé qu'il était un maître de la tromperie et, pour cacher ses secrets, il a commis des actes terribles. Lori Kay Suarez est née le 31 décembre 1976 en Californie, États-Unis. Rien n'est connu sur ses parents biologiques, sauf qu'elle a été adoptée par un couple de Fullerton, Thelma et Gerald Suarez. Gerald, originaire du Brésil, a rencontré sa femme pendant un travail missionnaire à Rio de Janeiro, puis ils ont émigré en Californie et ont accueilli Lori dans leur famille. Les premières années de vie de Lori se sont passées avec ses parents adoptifs. Mais à 11 ans, elle a déménagé avec sa mère à Orem, dans l'État de l'Utah, après leur divorce. En 1994, Lori, âgée de 18 ans, a rencontré Mark Hawking, de 19 ans, lors d'un voyage avec des amis. Leur rencontre était du destin. Ils sont devenus inséparables. 5 ans plus tard, ils se sont mariés et ont impressionné amis et famille avec leurs liens forts et étroits. Mark semblait être le mari parfait, aimant, attentionné et travailleur. Mais derrière cette façade se cachait un réseau de mensonges. En l'année 2004, lorsque les événements tragiques se sont produits, Lori était une femme ambitieuse et travailleuse de 27 ans qui travaillait comme assistante du manager. Les collègues la décrivaient comme une personne ambitieuse, intelligente et déterminée. Mark, d'autre part, prétendait avoir terminé l'université de l'Utah et se préparer pour la faculté de médecine, ce qui était loin de la vérité. Mais à ce moment-là, il avait convaincu sa femme et ses proches. Pour que Mark puisse continuer ses études, la famille prévoyait de déménager en Caroline du Nord. De plus, le couple a appris que Lori était enceinte de 5 semaines. Tout semblait parfait. La femme avait déjà quitté son travail et il ne restait que quelques semaines avant son dernier jour de travail et le déménagement. Mais tous les plans se sont effondrés le 19 juillet 2004, lorsque Lori a supposément quitté la maison et n'est plus revenue. Ce matin-là, vers 10 heures, Mark a appelé le bureau de sa femme pour demander où elle se trouvait. Mais un employé a dit qu'elle n'était pas encore arrivée. C'était étrange, car Lori était toujours très ponctuelle.
Mark a dit au chef de Laurie que sa femme était partie le matin vers 5h30 pour sa course habituelle dans le parc proche, mais n'était pas rentrée à la maison. Il soupçonnait que Laurie était peut-être allée directement au travail et avait pris la voiture. Le chef a trouvé cela étrange et a conseillé à Mark d'appeler la police. Mark a suivi le conseil et a appelé la police vers 10h07 du matin. Il a aussi appelé les amis de Laurie pour savoir si quelqu'un savait où elle pourrait être. Ce jour-là, cependant, personne n'avait eu de contact avec elle. Mark a rappelé la police à 10h49 et a rapporté qu'il avait cherché sa femme dans la rue vers le parc et avait trouvé sa voiture dans l'allée, mais aucune trace de Laurie dedans. Il a demandé de l'aide pour chercher, mais la police a répondu qu'il fallait attendre au moins 24 heures pour déposer un rapport de personnes disparues. Pendant ce temps, la famille, les amis et les collègues de Laurie ont décidé d'aider Mark dans la recherche. Certains proches ont même voyagé depuis d'autres parties du pays. Mais malheureusement, il n'y a eu aucun progrès dans la recherche. Le 20 juillet, la police s'est jointe aux opérations de recherche initiées par la famille de Laurie. Ils ont tenu une conférence de presse et ont appelé le public à aider dans la recherche de la femme enceinte. Des centaines d'affiches avec sa photo et des numéros de contact ont été accrochés dans la ville et les médias ont largement rapporté l'affaire, attirant plus de 1000 volontaires. Malgré tous les efforts, aucune trace de Laurie n'a pu être trouvée. Mark, son mari, semblait extrêmement préoccupé lors de ses apparitions devant les caméras. Tôt le matin du même jour, la police a reçu un rapport sur son comportement étrange près d'un hôtel. Mark n'était vêtu que de sandales et si agité qu'il a dû être admis au département psychiatrique de l'Université de l'Utah. Les personnes qui connaissèrent la famille croyaient que la disparition de sa femme enceinte avait pu causer un effondrement émotionnel chez lui. Ils ne voyaient aucune raison de le soupçonner en relation avec la disparition de Laurie. Néanmoins, la police avait une opinion différente et soupçonnait Mark dès le début de sa disparition. Au cours des opérations de recherche à grande échelle, la façade de préoccupation qu'il montrait dans les médias a commencé à s'effriter. Mark a trompé tous ceux qui l'entouraient, y compris sa femme, sur son éducation. Il a assuré à Laurie et à sa famille qu'il avait terminé l'université de l'Utah avec distinction en psychologie et avait commencé des études de médecine en Caroline du Nord. C'est pourquoi il prévoyait le déménagement. Mais le père de Mark, Douglas Hacking, connaissait la vérité que les autres ne connaissaient pas. Le 22 juillet, il a partagé cette information avec les médias. Il s'est avéré que son fils n'avait jamais obtenu de diplôme de licence et avait abandonné ses études en l'année 2002, bien qu'il donnait l'apparence d'assister à des conférences, d'étudier et d'écrire des travaux. Mark voyageait même à travers le pays en feignant de participer à des entretiens dans diverses facultés de médecine. Douglas a affirmé qu'aucune faculté de médecine n'avait accepté son fils, et tout cela avait été une tromperie soigneusement planifiée. Mark mentait à cause de la pression associée aux attentes de succès académique, car toute sa famille travaillait dans le domaine médical. Le père était pédiatre, la mère infirmière, et ses frères avaient obtenu des succès scientifiques. La famille de Laurie était choquée par la tromperie de Mark, mais ils ne se sont pas laissés distraire de la recherche de Laurie. Beaucoup de ceux qui participaient à la recherche pensaient que s'ils pouvaient mentir sur son éducation, ils pourraient aussi mentir sur le sort de Laurie. D'autres, cependant, étaient d'avis qu'un mensonge sur l'éducation ne le rendait pas nécessairement coupable de la disparition. Quand Mark a été interrogé à ce sujet, il a nié toute participation. Cependant, la police avait une opinion différente. Dès le début, Mark a été considéré comme suspect car les preuves s'accumulaient contre lui. La police était convaincue qu'ils avaient affaire à un crime de premier degré. En fouillant l'appartement du couple, les enquêteurs ont trouvé plusieurs indices. Un matelas endommagé avec des ressorts, un reçu pour un nouveau matelas, de la literie, d'étranges taches rouges foncées sur des ustensiles de cuisine, des morceaux de tapis dans une table de nuit dans la chambre, des vêtements et une supposée lettre de Laurie qui a été trouvée dans une chambre d'amis. Ce qui a particulièrement attiré l'attention de la police était le fait que Mark, le matin de la disparition de Laurie,
quand il prétendait avoir cherché dans le parc puis appelé la police, était en fait occupé à acheter un nouveau matelas. De plus, le siège avant de la voiture de Laurie, qui a été trouvé près du parc, était réglé pour une personne d'environ 180 cm de hauteur, tandis que Laurie ne mesurait qu'un peu plus de 150 cm. Dans la maison, les clés de voiture de Laurie ont été trouvées, ce qui soulevait des questions. Si elle était vraiment allée au parc pour faire du sport, pourquoi les clés étaient-elles restées à la maison? Parmi les diverses preuves trouvées à différents endroits, il y avait aussi un matelas coupé qui correspondait au lit de la chambre et qui a été découvert dans une benne à ordures près de l'hôpital de l'université de l'Utah. Une mèche de cheveux foncés a également été trouvée dans une benne à ordures près d'une station-service qui se trouve à côté de l'hôpital. Des 2 voitures qui appartenaient à Mark et Laurie. De nombreux matériaux ont été confisqués et les enregistrements de surveillance de l'hôpital, de l'église dans le parc et du magasin ouvert 24 heures sur 24 ont ajouté de nouveaux détails à l'affaire. Avec l'accumulation de preuves, les soupçons contre Mark sont devenus de plus en plus forts et il est devenu de plus en plus clair que les chances de trouver Laurie vivante diminuaient chaque jour. En quelques jours après la disparition de Laurie, la police a rassemblé de nombreuses preuves indiquant que Mark avait pu commettre le crime tôt le matin du 19 juillet dans leur maison commune et éliminer les preuves quelques heures plus tard, dans un lieu inconnu. Les soupçons des enquêteurs ont été confirmés le 25 juillet 2004, lorsque les frères de Mark, Scott et Lance ont rapporté que l'homme leur avait confessé l'acte. Le jour précédent, le 24 juillet, ils l'ont visité dans la clinique psychiatrique où il se trouvait et l'ont supplié de raconter ce qui était arrivé à Laurie. Ils lui ont donné du temps pour réfléchir, et quand ils sont revenus le soir, il a confessé sa participation. Les circonstances exactes de l'incident sont restées inconnues. Cependant, il s'est avéré que Laurie, le vendredi 16 juillet, quand elle était au travail, a appelé la faculté de médecine de Caroline du Nord pour obtenir des informations sur l'aide financière et a appris que son mari n'y était pas inscrit. Les collègues ont remarqué que Laurie était bouleversée et pleurait après cet appel. Elle a quitté le travail plus tôt et est rentrée chez elle, probablement pour parler avec Mark. Selon les documents judiciaires, Laurie a appelé un employé universitaire vers 5 heures de l'après-midi le même jour et a laissé un message vocal disant que Mark expliquait son absence des listes par une erreur informatique ou une autre excuse. Elle l'a apparemment cru, car le soir même, ils sont allés ensemble à une fête dans la maison de campagne de son patron et semblaient passer un bon moment. La vérité finit toujours par éclater, et la discussion sur la tromperie est arrivée le dimanche après-midi, le 18, quand Mark a révélé à sa femme qu'il avait menti sur son éducation et ses projets d'avenir. Ce fut une grande déception pour Laurie. Après cela, Laurie est allée se coucher tandis que Mark jouait aux jeux vidéo. Plus tard, il a commencé à emballer quelques cartons pour le déménagement à venir. Dans les documents, il est dit qu'en emballant les affaires, il serait tombé sur un fusil et qu'ensuite, vers 1h du matin, il est entré dans la chambre où dormait Laurie. Mark a raconté à ses frères qu'il a ensuite enveloppé du matériel de preuve dans plusieurs sacs poubelles, y compris la partie endommagée du matelas, et a tout jeté dans une benne à ordures vers 2h du matin. La confession choquante de Mark devant ses frères a mené à son arrestation le 2 août 2004 et à son admission à la clinique psychiatrique de la prison du comté de Salt Lake. Les procureurs ont confirmé que le crime avait été commis après qu'il fut découvert que Mark avait menti à sa femme. Une semaine plus tard, il a été accusé d'un crime au premier degré et de 3 chefs d'obstruction à la justice. Initialement, la caution a été fixée à $500 000, mais plus tard augmentée à $1 million. Sa confession a également mené à la fin de la recherche de Laurie comme personne disparue, et la police a commencé à chercher des preuves dans les décharges du comté, espérant trouver des indices sur cette affaire. Cependant, cela s'est avéré être une tâche difficile. Une tâche difficile a été assignée aux experts, pénétrant à travers 1000 tonnes de déchets confisqués sur une profondeur de plus de 12 mètres. Des chiens pisteurs et 38 volontaires ont participé à la recherche, incluant des officiers de police, des pompiers, des employés des services de sécurité publique
et des membres du groupe de recherche et sauvetage de la ville. Chacun d'eux a travaillé en moyenne 11 heures par jour, 4 jours par semaine, effectuant des tâches laborieuses à l'aide d'équipements spéciaux. Finalement, ils ont dû fouiller manuellement dans les ordures. Bien que tous les participants pensaient que leurs efforts étaient justifiés, ils n'avaient pas de certitude de trouver des preuves. Néanmoins, les autorités étaient convaincues qu'elles avaient suffisamment de raisons d'accuser Mark, basées sur sa confession à ses frères, qui serait très probablement acceptée au tribunal. Parmi les diverses preuves matérielles, des taches bordeaux ont été trouvées dans sa voiture, sur les rampes, sur la tête de lit et sur le matelas. Dans la cuisine, un outil a été trouvé qui aurait été utilisé pour découper le matelas. La police avait aussi une lettre de Lori, qui avait été vraisemblablement écrite un jour avant sa disparition. Dans celle-ci, elle demandait à son mari de changer son comportement et exprimait le désir de vieillir avec lui, mais pas dans ces circonstances. Ces mots sont devenus plus clairs après la confession de Mark, car la lettre a été reliée à un appel téléphonique de Lori à l'école de médecine. De plus, les procureurs ont rassemblé des vidéos de surveillance d'un magasin ouvert 24 heures sur 24, où on voyait Mark acheter des cigarettes, regarder ses mains et doigts, puis s'éloigner avec la voiture de sa femme. Environ 18 minutes s'étaient écoulées depuis le moment où, selon ses déclarations, il avait commis le crime. Les enquêteurs ont obtenu des enregistrements vidéo montrant une personne jetant un grand sac dans une benne à ordures. On voyait aussi comment il conduisait la voiture de la femme dans un parc, d'où, selon ses déclarations, elle avait disparu. Au début, on s'attendait à ce que l'accusation demande la peine la plus sévère pour Mark, mais les procureurs ont décidé de l'accuser d'un crime au premier degré qui prévoit une peine de 5 ans à la prison à vie. Cette décision a été prise en raison de l'absence d'une preuve décisive. Quelques jours plus tard, Mark est apparu avec son avocat Gilbert Ante à une audience préliminaire devant le juge William Barrett au tribunal du 3e district. Les présents ont été surpris que l'accusé porte un gilet pare-balles et soit accompagné de 7 shérifs. De telles mesures de sécurité sont normalement prises dans des cas proéminents ou dans des circonstances inattendues. Plus de 2 mois après la disparition de Lori, sa famille avait déjà perdu espoir. Mais en octobre, le sergent Nelson de la police a trouvé une preuve décisive dans une benne à ordures. Le lieu a été rapidement bouclé et les experts ont rassemblé des preuves pendant plusieurs heures qui pourraient être utilisées au tribunal. Le même jour, les autorités ont pu confirmer par des examens médico-légaux que les preuves trouvées étaient liées au cas de Lori. Cette nouvelle a provoqué des sentiments mitigés chez sa famille. D'un côté, la déception de la confirmation de leurs pires craintes. De l'autre côté, le soulagement de pouvoir enfin lui dire adieu. Les procureurs pensaient maintenant que les preuves trouvées avaient considérablement fait avancer l'affaire, car ils pouvaient maintenant prouver les conséquences du délit de Mark. Le 30 octobre, Mark a participé à une audience d'accusation au tribunal du 3e district. Étonnamment, il a plaidé non coupable. La mère de Lori a exprimé son mécontentement qu'il refuse de plaider coupable et l'a accusé de prolonger l'expérience de la famille et de retarder l'inévitable. Le procès, programmé pour fin avril 2005, a été interrompu le 15 avril quand Mark a fait une confession. Il a décrit en détail au juge comment il avait commis le crime le matin du 19 juillet 2004. Avec sa confession de culpabilité, il s'est mis d'accord avec les procureurs pour abandonner les charges d'obstruction à la justice. Pendant son discours de 10 minutes, Mark a confessé que sa femme était la personne la plus importante de sa vie et qu'il ne pouvait pas expliquer ses actions. La mère de Lori a été la seule à exprimer un regret sincère. Elle était bouleversée par la confession, mais ressentait aussi du soulagement que Mark prenne la responsabilité de ses actes. 1 mois avant la sentence, les parents de Lori ont décidé de retirer le nom Hacking de sa plaque commémorative pour se distancer de Mark. Le 6 juin 2005, Mark a été condamné. Il a reçu une peine de 6 ans à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle pas avant l'année 2035. Mark a pleuré quand il a entendu la sentence et a été emmené à la prison d'État de l'Utah pour purger sa peine. Après le procès, les parents de Mark ont fait une déclaration dans laquelle ils reconnaissaient son crime comme impardonnable
mais ont souligné qu'il luttait avec des problèmes de santé mentale, y compris des troubles d'apprentissage et des tensions émotionnelles dues aux échecs à l'université. Le père de Mark a lu une lettre de lui dans laquelle il écrivait qu'il se sentait bien en prison, car il essayait de corriger ses erreurs et de s'excuser auprès de tous ceux qui l'avaient blessé avec ses actions. En l'année 2006, il fut connu que Mark vendait des autographes et d'autres choses depuis la prison sur un site web dédié aux souvenirs des criminels. Après une conversation avec l'administration de la prison, il a volontairement arrêté ses activités. Dans les années suivantes, la mère de Lori a échangé des lettres avec Mark emprisonné et lui a communiqué qu'elle lui avait pardonné. Malgré sa décision de laisser le passé derrière elle, elle continue de se souvenir de Lori et dit qu'elle ne peut jamais surmonter la perte. Au milieu de la journée scolaire, une élève a disparu. Au début, tout le monde pensait qu'elle s'était simplement enfuie et qu'elle reviendrait bientôt. Mais plus les enquêteurs approfondissaient l'affaire, plus des détails troublants devenaient évidents. Il leur a fallu 27 ans pour résoudre cette affaire et mettre la vérité au jour. À la fin, tout était beaucoup plus compliqué qu'ils ne l'avaient jamais pensé. Kipling Davis est née le 1er juillet 1979 dans la petite ville américaine de York, Utah. Elle était la sœur aînée de la famille, avait des parents attentionnés et de nombreux amis. Kipling était connue pour sa gentillesse et son talent pour bien s'entendre avec les autres enfants. Elle fréquentait le lycée local et participait au club de théâtre. En mai 1995, quand elle avait 15 ans, Kipling attendait avec impatience les vacances d'été. Son anniversaire approchait et il ne restait que 2 mois. De plus, elle se préparait à passer son permis de conduire. Le 2 mai, Kipling prévoyait de se lever à 4h30 du matin pour aller au cours de conduite avant le début des cours. Mais après avoir éteint le réveil, elle a continué à dormir et ne s'est réveillée que lorsque son père l'a réveillée une demi-heure plus tard. Kipling voulait vraiment dormir encore un peu et a essayé de convaincre son père de lui permettre de manquer un cours de conduite, l'assurant que cela n'affecterait pas son examen de conduite. Son père, qui comprenait l'importance de cet événement pour elle, a insisté pour qu'elle aille en cours. Il savait à quel point elle était excitée par le permis de conduire et lui a dit de se préparer pour le cours. Kipling était déçue. Elle voulait vraiment dormir encore un peu et il lui restait à peine le temps de se maquiller et de se préparer. Cependant, elle a écouté son père et est allée en cours, sachant qu'il ne voulait que son bien. Elle était contrariée par ses parents, mais est quand même montée dans la voiture de sa mère, qui l'a conduite au cours. Vers 3h30, le père de Kipling est rentré du travail et a remarqué que sa fille n'était pas à la maison. Cela l'a inquiété, car à cette heure, elle était toujours à la maison. Il a soupçonné que la fille était restée à l'école ou était sortie se promener avec des amis. Il a décidé de vérifier la messagerie vocale du téléphone de la maison, espérant que Kipling avait laissé un message expliquant son retard. Cependant, il a trouvé à la place un message de la secrétaire de l'école informant que la fille avait manqué tous les cours après le déjeuner. Le père a été immédiatement alarmé, car sa fille ne séchait jamais l'école sans prévenir. Il a immédiatement appelé sa femme, mais elle non plus ne savait pas où était leur fille. Les parents ont encore attendu un peu en espérant qu'elle reviendrait, mais cela ne s'est pas produit. Ils ont alors commencé à appeler ses amis d'école, mais aucun d'eux n'avait vu Kipling après le déjeuner, ce qui n'a fait qu'augmenter leur inquiétude. Les amis étaient également restés à l'école et n'avaient manqué aucun cours. Vers 7h du soir, les parents sont allés à l'école pour essayer de trouver la fille là-bas, mais la recherche a été infructueuse. Dans le bâtiment se trouvaient principalement des enseignants et d'autres employés, mais personne n'avait vu Kipling. Après cela, ils sont allés à l'église, que leur fille visitait régulièrement, mais elle n'y était pas non plus. Les parents de Kipling, inquiets de sa disparition, ont décidé de contacter la police. Cependant, les officiers de police ont d'abord soupçonné que la fille elle était peut-être simplement sortie se promener avec des amis et qu'elle reviendrait bientôt. Ils n'ont pas commencé immédiatement la recherche, mais se sont contentés d'envoyer une description aux patrouilleurs. Les parents ont insisté sur le fait que Kipling ne disparaîtrait jamais toute la journée sans prévenir et ne manquerait pas les cours.
Malgré ces insistances, les enquêteurs ont hésité à lancer une opération de recherche. En cherchant leur fille, les parents ont contacté les amis et connaissances de leur fille jusqu'à ce qu'ils obtiennent le premier indice important. Un camarade de classe a rapporté qu'il avait vu Kipling à l'heure du déjeuner. Elle parlait avec un garçon nommé Chris, qui fréquentait les classes supérieures et était avec elle dans le cours de théâtre. Ce Chris, selon les camarades de classe, avait la réputation d'être un enfant à problème, ce qui a encore augmenté les inquiétudes des parents. Quelques heures plus tôt, les parents avaient déjà entendu le nom Chris lorsqu'ils ont fouillé le journal de leur fille, espérant trouver des indices. Dans le journal, il n'y avait rien sur des projets de fugue. Mais il y a quelques jours, Kipling avait écrit qu'elle aimait Chris. Les parents ont soupçonné qu'elle aurait pu sécher l'école pour passer du temps avec lui, car il lui avait interdit de rencontrer des garçons avant son 16e anniversaire. Cela pourrait expliquer pourquoi elle n'a dit à personne qu'elle partait. Cependant, les parents ne pouvaient pas croire que leur fille ait quitté l'école et disparu jusqu'à tard dans la nuit. Quand le père de Kipling Davis ne savait pas quoi faire, il a décidé de rendre visite à Chris pour en savoir plus. Il est allé à sa maison et a frappé à la porte. La sœur de Chris lui a ouvert et a expliqué que Chris n'était pas rentré à la maison depuis le matin et était probablement encore à l'école pour s'occuper des affaires du club de théâtre. Chris avait beaucoup de tâches liées à la préparation de la scène et des accessoires, donc il restait souvent jusqu'à très tard. Le père de Kipling est allé à l'école. Il était déjà plus de 10 heures du soir et les portes de l'école étaient fermées. Il a frappé plusieurs fois, mais personne n'a ouvert. Après avoir attendu un moment devant l'école, il a décidé de retourner chez Chris pour demander à sa sœur où se trouvait Chris. Quand il y est arrivé après minuit, il a vu plusieurs voitures devant la maison, dont une qu'il a immédiatement reconnue. C'était la voiture de Walker, un camarade de classe de Chris. L'homme a soupçonné que Chris pourrait être dans la maison, mais n'en était pas sûr. Comme il n'était pas sûr si Chris était impliqué dans la situation, le père de Kipling a décidé de ne pas les déranger à nouveau. Il est monté dans la voiture et est rentré chez lui. Le lendemain matin, la jeune fille n'était toujours pas rentrée à la maison. Et enfin, la police a commencé l'enquête. Les policiers ont fouillé toutes les salles de classe de l'école et ont demandé aux élèves de fournir toute information sur la disparition de Kipling Davis, même si cela leur semblait insignifiant. La police a fait tout son possible pour informer chaque élève de l'école de ce qui s'était passé et a attendu des indices. Ils ont commencé à vérifier une possible implication de Chris. Un enquêteur a parlé avec lui et Chris a raconté que lui et Kipling, pendant le déjeuner, avaient parlé de mouvements de danse pour la prochaine représentation et les avaient répétés, puis ils s'étaient séparés. Depuis, il ne l'avait plus vu. Après les cours, Chris est allé à l'auditorium pour le préparer pour la représentation et a quitté le bâtiment vers 11h du soir. Comme il travaillait dans le club de théâtre, l'administration scolaire lui avait donné des clés de la porte d'entrée, ce qui expliquait pourquoi les portes étaient fermées quand le père de Kipling est devenu à l'école. Chris a également rapporté que 2 de ses amis, Rocker et Tim, étaient avec lui à l'école. Ils l'ont aidé à installer les projecteurs, ont ensuite joué au football et sont rentrés chez eux. La police n'a trouvé aucune preuve de l'implication de Chris dans la disparition de Kipling. Pendant la conversation avec l'enquêteur, il était complètement calme et répondait volontiers à toutes les questions. Chris n'avait pas d'antécédents criminels, à part le fait de sécher fréquemment l'école. Quand les enquêteurs ont parlé avec Tim et Rocker, ils ont entendu la même histoire que celle de Chris. Tous les 3 avaient un alibi, mais ils ne pouvaient pas être confirmés. À l'école, il n'y avait pas de caméra de surveillance, et les garçons n'avaient pas de téléphone portable avec suivi de localisation pour vérifier leur position ce jour-là. En conséquence, les enquêteurs se sont à nouveau retrouvés sans indice. Les policiers ont continué leur conversation avec les élèves et ont fait des annonces par haut-parleur, espérant que quelqu'un révélerait de nouvelles informations. Ils ont soupçonné que la disparition de Kipling avait quelque chose à voir avec l'école. Dans son casier se trouvaient toutes ses affaires, sac à main, trousse de maquillage et livres scolaires. Cela indiquait qu'elle n'avait pas l'intention de partir et a renforcé le soupçon que quelque chose de criminel s'était produit. Bientôt, les enquêteurs trouvèrent une nouvelle piste.
Un étudiant raconta que Kipling avait été invité à un rendez-vous le jour de sa disparition par un garçon nommé Brandon. Bien que ses parents lui aient interdit de rencontrer des garçons, elle avait accepté un rendez-vous le week-end. Mais pendant le déjeuner, Brandon s'approcha à nouveau de Kipling et lui dit qu'il ne pourrait pas venir au rendez-vous. Il avait une autre petite amie qui s'était mise en colère quand elle avait appris ses plans. C'est pourquoi il décida d'annuler le rendez-vous. Les policiers parlèrent avec Brandon et sa petite amie qui confirmèrent cette histoire. Cependant, quelque chose d'intéressant fut bientôt découvert. Il s'avéra que Brandon avait manqué tous les cours après le déjeuner, exactement comme Kipling. Plus inquiétant encore, sa petite amie, qui était déléguée de classe, refusa de modifier ses absences. Les enquêteurs soupçonnèrent que Brandon et Kipling avaient décidé de sécher les cours et d'aller à leur rendez-vous. Ils interrogèrent le garçon à nouveau, et il avoua qu'après le déjeuner, il avait essayé de trouver Kipling pour s'excuser auprès d'elle, mais qu'il ne l'avait trouvé nulle part. Brennan décida de manquer les cours restants et rentra chez lui. Il avait même inventé une excuse pour ce jour-là. Sur le chemin du retour, il eut une panne. Un pneu était crevé et il appela un ami pour l'aider à changer le pneu. Cependant, quand la police contacta cet ami, il s'avéra que l'alibi était inventé. L'ami dit que Brennan ne l'avait pas appelé et ne lui avait pas demandé d'aide. Brennan fut de nouveau convoqué pour interrogatoire, mais il maintint sa version malgré la déclaration de son ami. Les enquêteurs eurent même l'impression qu'il disait la vérité, car le jeune homme était calme et sûr de lui. Les enquêteurs ne purent obtenir de nouvelles informations de lui et continuèrent l'enquête par d'autres moyens. Pendant des semaines, il n'y eut pas de nouvelles pistes dans cette affaire. Finalement, le FBI fut impliqué dans les enquêtes, mais ils ne purent pas non plus trouver de preuves supplémentaires. Des mois après la disparition de la fille, des témoins se manifestèrent, affirmant l'avoir vue après le déjeuner ce jour-là. Certains dirent l'avoir vue à l'école, d'autres au centre-ville. Cependant, aucun de ces témoignages ne put être confirmé. De plus, les enquêteurs reçurent des rumeurs inquiétantes qui circulaient dans l'école. On disait que Kipling avait été impliqué dans un accident auquel 4 garçons avaient participé. Les enquêteurs essayèrent de trouver les sources de ces rumeurs, mais se heurtèrent chaque fois à une impasse. Chris, Rocker, Tim et Brandon furent interrogés à nouveau, mais chacun d'eux répéta la même chose que dans les premiers jours après la disparition de Kipling. L'affaire resta bloquée pendant toute une année jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise soudainement. Chris vint voir le père de Kipling et dit qu'il voulait se débarrasser d'un poids en partageant des informations importantes. Après quelques secondes tendues, il dit « Je veux que vous sachiez que je n'ai rien à voir avec la disparition de Kipling. » Le père fut perplexe et s'attendait à ce que Chris dise enfin la vérité. Mais il se comporta étrangement. 1 an après la disparition de la fille, il vint à la maison de ses parents pour assurer à nouveau qu'il n'avait rien à voir avec cela. Le père soupçonna que Chris voulait dire la vérité, mais qu'au dernier moment, il avait eu peur. L'homme l'assaillit de questions et exigea des explications sur la disparition de sa fille. Mais le garçon insista sur son innocence et finit par partir. Le père informa immédiatement les enquêteurs de l'incident et ils trouvèrent le comportement de Chris suspect. La police décida d'interroger les 4 à nouveau, cette fois en utilisant un détecteur de mensonges. Ils commencèrent avec Chris, qui continua à affirmer qu'il était innocent et ne savait rien. L'opérateur du détecteur de mensonges ne trouva aucun signe de mensonge, ce qui confondit un peu les enquêteurs. Mais il savait qu'un détecteur de mensonges n'est pas une preuve absolue de la vérité, et ne considérèrent donc pas ces déclarations comme décisives. Après avoir parlé avec Tim, ils lui demandèrent d'écrire ses souvenirs de ce jour-là. Les enquêteurs s'attendaient à ce que son histoire soit la même qu'avant, mais ils furent choqués. Soudain, Tim raconta une histoire complètement différente. Selon ses mots, lui, Kipling et Rocker décidèrent après le déjeuner de sécher les cours et d'aller au canyon local. Quand ils arrivèrent, Tim resta dans la voiture tandis que Kipling et Rocker allèrent se promener. Après quelque temps, Rocker revint seul et Tim demanda où était Kipling. Rocker répondit quelque chose comme
« Ne t'inquiète pas pour ça ». Et ils repartirent. Cette histoire stupéfia la police, mais elle leur parut douteuse. Cependant, pour la première fois en 1 an, Tim changea sa déclaration et les enquêteurs le pressèrent, espérant obtenir plus de détails. Malheureusement, cela mena au résultat opposé. Tim jeta la feuille avec ses déclarations à la poubelle, exigea un avocat et ne dit plus un mot. Ces déclarations ne pouvaient ni pas être utilisées au tribunal et ne donnèrent à la police aucune raison d'arrêter les 2 garçons. La police appela Rocker pour interrogatoire et lui raconta les nouvelles déclarations de Tim. Le jeune homme nia tout ce que Tim avait dit et affirma ne pas avoir vu Kipling après le déjeuner. Il est remarquable que cette fois aussi, le détecteur de mensonges ne montra aucun signe de tromperie. Mais les enquêteurs restèrent sceptiques. Sans aveu, ils ne pouvaient espérer que des preuves physiques qui pourraient relier les suspects à l'incident. Avec des volontaires et des proches, les enquêtes commencèrent à chercher Kipling dans le canyon. Les enquêteurs utilisèrent des machines lourdes pour les fouilles, tandis que les volontaires cherchèrent chaque centimètre de terrain à la recherche d'indices et que des chiens de recherche tentèrent de trouver une trace de la disparue. Malgré le grand effort, les résultats ne vinrent pas et l'affaire stagna pendant plusieurs années. En 1999, les proches de Kipling acceptèrent leur perte et tinrent une cérémonie d'adieu, plaçant une plaque commémorative au cimetière local. Ils espéraient que la police la trouverait un jour pour que la famille puisse faire ses adieux dignement. 7 ans après la disparition, le père de Kipling entendit parler d'une autre affaire dans laquelle le système judiciaire d'État ne put rendre de verdict pendant longtemps. L'affaire fut transférée au niveau fédéral, ce qui permit qu'elle soit résolue. L'homme décida d'utiliser cette idée et en discuta avec les enquêteurs. Malgré l'absence de nouvelles preuves, 2 facteurs pourraient changer le cours des événements. Premièrement, tous les suspects et témoins devraient témoigner sous serment, et s'il s'avérait que quelqu'un avait menti, il y aurait des conséquences. Deuxièmement, à ce moment-là, 8 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Kipling, et les suspects avaient donc fondé des familles et commencé une nouvelle vie. Les enquêteurs espéraient que l'un d'eux dirait la vérité. Finalement, grâce aux efforts des proches et des enquêteurs, l'affaire fut portée devant un grand jury, dont les audiences s'étendirent sur plusieurs années. De nombreux témoins y participèrent et apportèrent beaucoup de nouvelles informations. Un témoin se souvint de la façon dont Rocker était mécontent de Tim après le test du détecteur de mensonges, parce que Tim avait écrit ses déclarations sur papier. Soudain, un autre témoin, la femme de Chris, raconta une histoire surprenante. Un jour, elle et son mari regardèrent une comédie policière et à un moment, elle lui demanda en plaisantant quel était le pire acte qu'il avait commis dans sa vie. Chris, avec une expression sérieuse, répondit « Et si je te disais que je suis impliqué dans l'affaire Kipling ?» Sa femme fut choquée par ces paroles. Quand il vit sa réaction, Chris ajouta rapidement que c'était juste une blague. Mais elle ne put se débarrasser du sentiment qu'il disait la vérité. 2 autres témoins, qui avaient été à une fête avec Tim il y a quelques années, se souvinrent de la façon dont un reportage sur la disparition de Kipling passa à la télévision. Tim dit alors que c'était son acte. Au fil des années, beaucoup avaient entendu d'étranges déclarations de Tim. À certains, il raconta qu'il savait comment de tels actes étaient commis et qu'il avait déjà fait quelque chose de semblable. À d'autres, il fit allusion ou dit directement qu'il était impliqué dans la disparition de Kipling et mentionna divers détails. Mais il y avait ici un point important. Tim mentionnait différents endroits et les enquêteurs, en les vérifiant, ne trouvaient aucune preuve. Au cours de ces interrogatoires, un fait qui, sans exagération, a secoué tous les présents, a également été révélé. Il y a quelques années, les enquêteurs ont découvert que l'alibi des 3 jeunes hommes était faux. Ils prétendaient avoir aidé Tim à installer l'éclairage et avoir joué au football dans le hall. Mais ce soir-là, il y avait une répétition de chorale. Aucun des membres de la chorale ne les a vus, ce qui excluait leur présence dans le hall. Les enquêteurs étaient contrariés que cette chorale n'ait pas été mentionnée pendant toute l'enquête. Mais maintenant, la vérité éclatait au grand jour.
Bien qu'aucun des accusés n'ait avoué lors de ces interrogatoires, il y a eu des progrès. La juge a conclu que les 3 hommes avaient menti sous serment et les a condamnés en conséquence. Fin 2005, Tim a été reconnu coupable de 15 cas de parjure et condamné à 15 ans de prison. Chris a reçu 5 ans et Booker 4. La différence dans les peines s'expliquait par le fait que la plupart des déclarations étaient dirigées contre Tim. Pour les enquêteurs, ce n'était que le début. Maintenant que les 3 suspects avaient été condamnés au niveau fédéral pour parjure, ils ont décidé de porter l'affaire devant un tribunal d'État pour obtenir des condamnations. Selon les enquêteurs, Tim, Chris et Booker étaient impliqués dans l'affaire Kiplin. La police croyait aussi que 2 de leurs amis de plus avaient un pour le crime et cachaient consciemment des informations. En conséquence, Tim et Chris ont été accusés à nouveau et la préparation d'un nouveau procès a commencé. Les enquêteurs ont reçu beaucoup de nouvelles informations de témoins qui ont volontairement révélé des détails importants. De nombreuses déclarations pointaient vers différentes histoires des suspects, ce qui a encore attisé l'intérêt des enquêteurs. La sœur de Tim a raconté que son frère mentait souvent et qu'elle avait longtemps soupçonné qu'il pourrait être impliqué dans cet incident. Dans ce contexte s'est produit un événement longtemps attendu. Un accord a été proposé à Tim où il serait puni avec plus de clémence en échange d'un aveu, et il a accepté. Cependant, cet accord avait ses particularités. Premièrement, selon les termes de l'accord, il ne risquait pas une lourde peine de prison, car la sentence pouvait être combinée avec celle pour fausse déclaration. De plus, il n'avait pas à dénoncer ses complices. Son aveu était le suivant. Après le déjeuner, lui, Kiplin et une autre personne sont allés au canyon. Tim était resté dans la voiture, tandis que Kiplin et l'autre personne sont entrés dans le canyon. Environ 30 minutes plus tard, Tim a décidé de les suivre. Là, s'est passé quelque chose que je ne peux pas raconter sur YouTube. Mais Tim n'était pas le principal coupable. Il a seulement aidé à effacer les traces. Après cela, les 2 sont retournés à la voiture et sont partis. Mais le soir, ils sont revenus au canyon pour éliminer les preuves restantes. Tim a refusé obstinément de révéler où ils avaient caché les preuves et n'a pas voulu nommer la personne qui était avec lui. À cause de ce comportement, il a été reconnu coupable. En l'année 2021, il a eu l'opportunité d'être libéré de manière anticipée, mais le tribunal a rejeté sa demande parce qu'il n'a pas révélé tous les détails de l'affaire. Maintenant, Tim ne peut sortir qu'en l'année 2026. Chris et Rocker ont déjà purgé leur peine pour fausse déclaration. Les enquêteurs n'ont pas pu prouver leur participation à la disparition. Après l'aveu de Tim, la police ne sait toujours pas qui était avec lui. Sans preuves supplémentaires, cela ne peut pas être déterminé. Peut-être que Tim ne veut pas mettre ses amis en danger. Bien que dans cette affaire de nombreuses questions restent ouvertes, personne ne doute plus de la culpabilité de ces 3 personnes.